Bonjour à tous, Anthony Marchand, je suis le directeur général de Galis. Bonjour, Gilles Sacaz, je suis le président et cofondateur de Galis. Nous intervenons aujourd'hui au profit de l'UFE pour parler de voyages et de séjours que les expatriés ou les personnes en cours de déplacement en Afrique peuvent accomplir et pour nous interroger sur ces déplacements sont-ils des sources de danger permanents dans toutes les circonstances, dans tous les pays et en tout temps. Dans l'hypothèse où vous voudriez nous joindre, cette présentation de toute façon vous sera envoyée demain par mail et vous y trouverez nos coordonnées mail en particulier. Les miennes sont a.marchand, marchand, arrobase Galice International, donc ga2lice-international.com. Pour ma part, donc Gilles Sacaz, g.sacaz, S-A-C-A-Z-E, arrobase, galice-france.fr. Voilà, donc on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet pour cette petite présentation. Euh, L'objectif pour nous est d'essayer, pour tous ceux d'entre vous qui sont en place à l'étranger, de donner quelques grandes directrices sur la sécurité en question. Nous travaillons dans une société, dirigeons une société qui est spécialisée dans la sécurité et dans la sûreté des personnes qui sont justement dans des zones, dans des pays de tension, dans des zones de conflit, dans les zones à risque. C'est pour ça que nous allons présenter un petit peu ce dont nous parlons, c'est-à-dire d'essayer de faire une typologie des risques et des menaces, essayer d'évaluer et de vous aider à identifier et évaluer les menaces et les risques qui peuvent peser dans les différents pays et dans les différentes destinations dans lesquelles vous êtes amené à vous rendre. Essayer de parler un peu de l'adversaire, de décrire ses modes opératoires, ses motivations, afin de le mieux connaître et enfin, de savoir comment est-ce qu'on s'adapte et comment on répond à cette problématique, à cette difficulté, en mesurant et en évaluant son niveau de sécurité, en même temps en essayant de mettre en place des mesures pour lutter contre, contre l'adversaire. Dans un premier temps, pour cette identification des menaces, nous tenions à insister sur une notion de relativisation. Galis, tous les ans, produit une carte des risques que vous verrez dans quelques minutes, qui est un outil pédagogique au profit du client, de nos clients, mais qui est aussi, à titre plus général, un outil que nous diffusons à des établissements d'enseignement supérieur, à des universités, qu'ils utilisent pour essayer de relativiser cette notion de risque et de menace. En particulier, sur la carte des années 2018 et 2019, nous avons eu, en raison des attentats qui ont frappé une partie de l'Europe de l'Ouest et en raison de l'évolution de la situation dans certains pays africains, on a eu un niveau de risque que nous avons évalué en France, par exemple, ou au Royaume-Uni, qui était plus élevé que dans certains pays africains. Donc il faut quand même relativiser, d'une part, internationalement, la menace qui pèse sur les déplacements ou sur la vie en Afrique. On prend parfois plus de risques dans des pays européens qui sont frappés de manière très régulière par une criminalité très élevée ou des actes terroristes que dans des pays africains. Ça, c'est pour couper le coup tout de suite, couper le coup à un mythe. Le deuxième point, et c'est un corollaire, c'est de dire que les principaux risques que l'on rencontre lorsqu'on se déplace ponctuellement ou que l'on vit en Afrique sont d'abord et avant tout des risques sanitaires, des risques liés aux événements naturels, où on a connu ces 3 dernières années des énormes mouvements de sécheresse très importants en Afrique qui ont entraîné des répercussions à la fois sur les populations, à la fois sur la vie quotidienne dans certains pays, qui sont bien plus importants que l'impact que peuvent avoir certains mouvements terroristes. Enfin, en termes de risques, il y a plus loin et de manière moins intense pesant sur ces pays des risques criminels et des risques terroristes, qu'il ne faut pas négliger, que l'on prend en compte, mais qui ne sont pas les plus prégnants. Enfin, dernier point, pour essayer de relativiser cette menace et ces risques que l'on rencontre en Afrique, la menace cyber frappe beaucoup l'Occident. À titre d'exemple, les PME françaises en France ont subi 62 000 attaques cyber l'an dernier, attaques réussies, 62 000 attaques cyber réussies. L'Afrique n'est pas complètement
à l'écart du monde cyber, c'est-à-dire que c'est à la fois un théâtre d'opération, des auteurs sont en Afrique, de nombreuses opérations cyber d'attaque sont menées depuis l'Afrique, c'est aussi un théâtre d'activité et de lutte. La menace y est aussi présente et les entreprises qui sont ciblées peuvent être des entreprises occidentales, mais aussi, car il y en a de plus en plus, des acteurs africains d'ampleur. On pense à des acteurs du monde de la transformation, du monde du commerce ou des acteurs bancaires. Donc ça, ce sont des choses qui ne faut pas négliger. Le risque n'est pas que physique, il est aussi cyber. Dans la, dans la carte que vous avez sous les yeux, qui est une carte qui est un peu obsolète, mais vous trouverez sur notre risque la version 2019, nous avons tenu à présenter cette carte 2018 parce qu'elle a une particularité sur laquelle je suis déjà passé rapidement, c'est le fait qu'on voit qu'une partie de l'Afrique, en particulier de l'Afrique australe, présente un niveau de risque pour les personnes qui vivent, pour les personnes qui s'y déplacent, qui est inférieur à une grande partie de l'Europe occidentale. On peut penser à l'Ukraine, et on a aussi le Royaume-Uni, on a aussi l'Angleterre. On se souvient qu'on est une carte qui a été produite en début 2018, à une époque où la menace était à son maximum dans une grande partie de l'Europe occidentale. Cette carte que vous trouvez en ligne montre aussi que le degré de finesse de l'analyse de risque est bien plus élevé que de simplement un zonage par pays. Il faut présenter, et il y a un certain nombre de pictogrammes qui montrent quelles sont les principales menaces qui pèsent dans certains pays. Euh, dans une zone subsaharienne où, à l'issue de la première vague des printemps arabes, euh, on a des zones qui sont des zones de très forte tension avec une multiplicité de menaces qui peuvent être des menaces terroristes, des menaces d'enlèvement, des menaces d'attaque, des menaces liées à la criminalité ou des menaces liées à des violences spécifiques faites aux femmes, par exemple. Et dans d'autres pays, bien évidemment, les menaces sont très différentes, voire en nombre bien moindre. Enfin, et je finirai par cela pour cette carte, euh, il y a aussi un certain nombre de focus auxquels nous procédons tous les ans pour accompagner nos clients. Là, il y a un sujet qui est intéressant puisque c'est une crise à laquelle la communauté internationale essaye d'aider l'Afrique à répondre. C'est toute la zone du lac Tchad qui a été une zone d'énorme tension depuis le milieu des années 2010. Et cette crise est une crise qui a entraîné des flux massifs de population, qui a été générée par des flux très importants d'armement, de troupes et de combattants, et qui, si cela ne suffisait pas, s'est trouvé confronté à des risques climatiques, à une grande sécheresse, à un assèchement du lac Tchad, etc. etc. Donc on a essayé de montrer en fait le croisement, l'interpénétration, la multiplicité des risques et menaces qui peuvent entraîner pour quelqu'un qui vivrait en Afrique ou qui s'y déplacerait, qui sont naturellement nos clients, la particularité et la nécessité de préparer en amont un déplacement, une expatriation, une mission sur place, pour essayer de faire pièce à ces différentes menaces. À noter, sans être caricatural, on le voit là, ça apparaît assez clairement sur la carte des risques, que beaucoup de risques, en fait, la carte des risques mondiale des risques calque étrangement avec, si on l'avait faite, avec la carte mondiale des ressources naturelles. Donc, encore une fois, sans tomber dans la caricature, mais on peut s'interroger sur le lien qu'il peut y avoir entre la bonne nouvelle de trouver du pétrole ou du gaz et la stabilité politique du pays ou de la zone, de la région en question. Exactement. Ça fait typiquement partie des éléments que l'on peut apporter, qu'une société comme Galis peut apporter à son client. C'est de dire, ben voilà, préparons votre déplacement en termes sécuritaires, faisons aussi un peu d'intelligence stratégique sur la zone, essayons de savoir quels sont les réels facteurs de déstabilisation, bien évidemment, des pays comme on pense à l'est de la Méditerranée, ou on peut aussi penser à l'Afrique occidentale avec les découvertes pétrolières du Sénégal et le début de son exploitation. Forcément, on a connu ces dernières années une dispersion de la menace de la piraterie maritime qui est descendue plus loin vers le sud, dans le golfe de Guinée, sur des champs pétrolifères qui jusqu'ici n'étaient pas soumis à une menace de piraterie maritime. Là, bien évidemment, le fait que l'exploitation pétrolière remonte vers le Sénégal peut conduire à ce que la menace se diffuse. Là, sur ce point, ce qui est quand même
relativement récent, c'est que jusqu'à présent, les opérations de déstabilisation étaient plutôt donc générateurs d'instabilité et du coup de risque, étaient plutôt, je dirais, réservés aux États. Depuis quelques décennies, on a de plus en plus des grands groupes ou des forces financières qui, si vous voulez, n'hésitent pas à mener une opération de déstabilisation d'un État, d'un pays africain. Et ça, c'est quand même assez récent finalement. Je veux dire. Et quand je dis les grands groupes, c'est pas forcément réservé d'ailleurs aux champions du monde dans les différentes catégories. Un groupe qui est capable de dégager 10 millions d'euros de budget aujourd'hui n'est pas du tout impressionné par la réaction de l'État et ne se prive pas de déstabiliser un pays si pour lui c'est porteur de marché. Et ça, c'est important parce que ça multiplie, je dirais, les sources de risques. Exactement, on y reviendra sur les auteurs et les menaces. Donc on passe désormais sur ce... On arrive doucement à ce point en disant que les Français, en particulier, sont évidemment des cibles dans les zones africaines. Ils sont des cibles comme d'autres. C'est-à-dire que parfois les personnes qui sont ciblées ne sont pas forcément ciblées parce que français, ils peuvent être ciblés parce que expatriés, ils peuvent être ciblés parce que représentant des personnes qui semblent afficher un certain niveau de vie. Le pendant de, cette, de ce ciblage, du fait d'être ciblé, c'est que cela se prépare, s'anticipe, cela appelle pour se prémunir un certain nombre de moyens et de mesures, et que cela, on y viendra, c'est pas parce que les Français, les intérêts français, les personnes de nationalité française peuvent être ciblées que la situation devient par nature extrêmement compliquée. Par, par subsidiarité, nous avons voulu indiquer que de toute façon, cette réponse et ces moyens que l'on mettait pour faire pièce à la menace, bien évidemment, il y a des acteurs publics, hein, les forces de l'ordre du pays local, il y a aussi des acteurs internationaux. Vous avez des renforts, prenons l'exemple du Mali. Le Mali est un pays déstabilisé avec des forces publiques faibles, mais à côté de ça, il y a une énorme présence étrangère de plusieurs nations différentes, certaines africaines, certaines européennes, d'autres américaines, qui, qui essayent de lutter contre cette menace. Il y a aussi des équipes spécialisées, des officiers de sécurité qui sont mis en place et des responsables de sécurité auprès de certaines entreprises, euh, certaines d'entre les vôtres d'ailleurs. Et vous avez aussi des équipes spécialisées qui sont mises en place pour essayer de protéger ou d'assurer la sécurité des personnes en place. Quoi qu'il en soit, de toute façon, la cellule de base qui permet de protéger vos intérêts, de protéger votre vie, de protéger la vie de vos proches dans ces zones compliquées, ça reste la cellule, on va dire la cellule de base que peut être la manière dont l'entreprise se prépare, la manière dont la famille se prépare et s'organise, la manière dont l'usine, la filiale locale, c'est à ce point d'application-là que doit être recherchée l'efficacité. C'est ici que se mettront en place les premières mesures, c'est ici que la sensibilisation doit être faite, c'est ici que les bonnes procédures doivent être déployées et qu'un accompagnement peut être efficace. Ensuite, euh, que dit-on à cette cellule de base et au-delà de cette cellule de base? Il y a aussi bien évidemment la notion de comprendre et de connaître son adversaire, c'est-à-dire qu'il faut assimiler quelques notions théoriques fondamentales l'évaluation des risques, c'est-à-dire, on va y revenir tout à l'heure, savoir déterminer quel est le point d'application, à qui le risque s'applique-t-il, qui l'exerce, selon quelle modalité. Il s'agit aussi de savoir identifier soi-même les propres risques qui pèsent sur vous, d'abord parce que votre situation à vous est individuelle, elle est particulière, votre famille est particulière, le lieu où vous vivez est un lieu spécifique, votre entreprise peut avoir une activité, on ne cible pas du tout de la même manière, on ne seront pas ciblés un laboratoire pharmaceutique et une société d'extraction, ou du moins ce ne seront pas pour les mêmes raisons, et de la même manière, une entreprise qui est suisse ne sera pas ciblée de la même manière qu'une entreprise qui est angolaise. Donc, il faut affiner, préciser, affiner l'analyse, se dire dans quelle mesure et par qui puis-je être menacé. Le diagramme qui vous est présenté a pour but de définir un peu la menace. La menace, en fait, elle repose sur d'abord un objectif. Pourquoi vous menace-t-on? Quel est l'objectif de la personne qui menace? Deux, elle repose sur un auteur, l'agresseur, la personne qui agresse, qui elle-même est singulière. Enfin, il y a un mode d'action. Le mode d'action qui est utilisé, est-ce que c'est de l'extorsion? Est-ce que c'est une menace physique?
Est-ce que c'est du harcèlement? Est-ce que c'est une tentative d'attaque? Euh, Ce sont 3 points qui définissent la menace. Dans le même temps, ce sont aussi les 3 points sur lesquels l'opposition à cette menace peut s'exercer. On peut essayer de travailler sur les modes d'action, en essayant d'entraver les modes d'action. On peut travailler sur les objectifs, c'est-à-dire par exemple l'entreprise d'extraction qui peut être accusée d'être un acteur polluant, si elle mène en parallèle une opération pour essayer de lutter contre cette mauvaise image, elle entrave l'action de l'auteur. Tout ceci sont ces 3 éléments, l'objectif de l'agresseur et les modes d'action qu'il envisage d'utiliser sont des éléments sur lesquels on peut agir. Oui, ces 3 points-là c'est très théorique en réalité, mais c'est intéressant de le théoriser un peu pour après la démarche de maîtrise des risques en réalité. On ne se protège pas du tout de la même façon quand par exemple, on est sur une activité d'énergie, de pétrole, qui quasiment permet de travailler entre soi en se bunkérisant un petit peu, et ou quand on est sur une activité touristique, où évidemment l'activité est totalement dépendante de la relation qu'on peut entretenir avec les populations locales, qui est une activité beaucoup plus ouverte. Ça, c'est pour la partie objective, si vous voulez. Sur la partie mode opératoire, on ne se protège pas du tout de la même façon quand on a affaire à des modes opératoires très construits, très complexes, qui peuvent être mis en œuvre par des gens qui ont des moyens, que ce soit des États étrangers ou des entreprises dimensionnées, ou quand on a affaire à de la simple criminalité. Donc tout ça, c'est un peu théorique, mais ça permet vraiment ces notions-là, il faut les maîtriser pour mettre en place les dispositifs adéquats. Voilà, exactement. Donc là, la présentation insiste sur les notions de danger et les modes d'action, certains modes d'action qui peuvent être mis en place. Les dernières années nous ont montré que tout ceci est possible, est potentiel, dans certaines zones géographiques est probable et intervient. Euh, les auteurs de ces agressions sont de tout type et les raisons qui sont derrière sont aussi diverses et variées. À la fois, les accusations, les notions d'espionnage économique se font pour divers intérêts, des intérêts qui peuvent être des intérêts nationaux, des intérêts qui peuvent être des intérêts d'entreprise qui se mènent à des opérations d'espionnage au profit d'autres acteurs. Il y a aussi, bien évidemment, des actes de criminalité traditionnels qui ont juste pour but soit un enrichissement, soit la recherche d'un profit immédiat, que ce soit sur du racket, sur du vol à main armée ou sur tout simplement du vol, de l'enlèvement, quel que soit le secteur d'activité de la personne enlevée. Les, en passant sur les notions de modes opératoires et de motivation des agresseurs, on en revient à un sujet qu'on a un petit peu défloré, c'est-à-dire la personnalité de l'agresseur, mais plus en détail dans son mode opératoire. Qu'est-ce qui le motive? Que va-t-il chercher? Est-ce que, comme le disent certains dans les questions, c'est de se venger ou prendre une revanche du colonisateur en se disant il m'a exploité, voire slash il m'exploite encore, et le but pour moi est de me venger ou de m'opposer à ceci, quelle est la motivation profonde de la personne? Puisque c'est, comme je l'évoquais il y a quelques instants, l'intérêt juste direct de gagner un peu d'argent. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile de vous agresser? Est-ce que c'est facile de vous voler? Je pense à certains pays, pas forcément d'ailleurs en Afrique, mais certains pays à haute tension et à forte criminalité, la facilité, c'est compte tenu des embouteillages, c'est de travailler sur le carjacking. Le carjacking, on dépouille quelqu'un dans sa voiture, ça se fait aussi bien sur l'autoroute A1 entre Roissy et Paris, mais ça se fait aussi en Papouasie, ça se fait dans de très nombreux pays, et quiconque a passé un peu de temps à Lagos sait que c'est l'une des menaces principales qui peut vous arriver. L'impunité, quel est le risque de sanction de la personne qui commet l'acte? Est-ce que l'acte commis est un acte qui est pénalement réprimé dans le pays en question? Est-ce qu'il l'est fortement? Est-ce qu'il l'est peu? Est-ce qu'il y a une telle déficience des services de sécurité qu'il y a peu de chances de se faire attraper? Ces 3 facteurs indispensables, la motivation de l'individu, la facilité qu'il a à mener son action et son impunité, sont des éléments sur lesquels on peut jouer pour se protéger, ou pour être. Enfin, et c'est aller plus dans le détail, les motivations des agresseurs, habituellement, sont toujours les mêmes.
les intérêts personnels, les gens qui ont un problème, un trouble mental, les intérêts économiques, on l'a évoqué, et ne nous arrêtons pas simplement, comme je le disais tout à l'heure, aux intérêts économiques à court terme. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous vole votre téléphone portable ne veut pas forcément le réutiliser ou le vendre à la sauvette. Le vol d'un téléphone portable, surtout si c'est un smartphone, surtout si c'est votre appareil professionnel, c'est très souvent quelque chose qui est commandité. L'objectif est plutôt de récupérer les informations qui sont dans le téléphone portable, et ce n'est pas forcément la personne qui va le voler qui est intéressée par le vol. Donc ça, on y reviendra peut-être s'il y a des questions sur le sujet. C'est quelque chose qui, je pense, est intéressant et important à prendre en compte. Un ordinateur volé dans une chambre d'hôtel, il faut avoir le réflexe vraiment de se dire, c'est peut-être pas l'ordinateur, mais c'est peut-être plutôt ce qui était dedans qui intéressait la personne. Et rien n'est plus facile pour une entreprise ou pour un service d'État de payer des gens dont c'est l'activité quotidienne, c'est-à-dire de voler ou de faire du vol à l'arraché, pour se procurer votre téléphone sans risque en réalité. Parce que la personne ne sait même pas pour qui elle travaille, elle vole un ordinateur sur commande. Et donc tout ça, faut vraiment avoir ce réflexe-là de se dire, on m'a volé mon téléphone, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans, ou mon ordinateur dans la chambre d'hôtel, et puis surtout de s'en prémunir, de s'en séparer le moins possible. Tout à fait. Et les dernières, évidemment, sont des motivations idéologiques qui s'appliquent d'ailleurs pas seulement aux expatriés, mais qui s'appliquent à toutes les personnes présentes. Nous travaillons beaucoup dans des zones qui sont frappées par Boko Haram, par exemple. Bien évidemment, l'acte terroriste, la volonté politique, euh, une attaque qui se commet sur une zone dans laquelle de nombreuses personnes sont présentes, quelle que soit la nationalité de ces personnes, un marché qui saute à Marwa ou à Garwa dans le nord du Cameroun, c'est plutôt une démarche politique qui, qui a généré le risque en question. Je passe rapidement sur la complexité des modes opératoires et le degré de motivation qui va s'accroissant entre les premiers vandales, les criminels occasionnels, pour monter jusqu'au terrorisme et au service d'État. Sur ce point, il y a des questions là, alors je suis désolé si on ne les voit pas toutes, mais qui parlent justement des motivations en disant que le risque majeur, il est en gros, c'est la motivation mercantile, c'est-à-dire la petite délinquance. Parce que il y en a un d'entre vous qui dit en gros, on est considéré comme des gens riches parce qu'on est expatrié et parce que bien sûr, c'est une réalité, mais je dirais que c'est le risque pour lequel on peut se prémunir le plus facilement, si vous voulez. Et ce graphique, il est en plein dans le sujet là, c'est-à-dire que la- 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 le nombre, l'exposition au risque, évidemment, quand on est sur la base de la pyramide, il est important parce que effectivement, le droit commun et le risque lié à la petite délinquance est fréquent. Mais avec des mesures assez simples finalement, en termes d'impact d'impact pour vous, pour la victime, pour vous en tant que personne, mais pour l'entreprise, etc., il est éminemment moins important. Et plus on monte sur des modes opératoires structurés, plus effectivement, en termes d'occurrence, on a moins de chances d'être touché. En revanche, l'impact est lourd, si vous voulez, puisqu'on a affaire à des modes opératoires plus construits, à une motivation beaucoup plus ciblée, beaucoup plus importante. Voilà. C'est l'idée en fait de ce graphique. Exactement, 100%, ça méritait d'être dit parce que c'est comme nous l'évoquions précédemment, l'important étant de savoir quelles sont les mesures que l'on met en place sur les bas de la pyramide. Les mesures qui sont mises en place sont des mesures qui, pour beaucoup, sont des mesures de bon sens, pour certaines qui sont d'ailleurs déjà prises. Euh, il est évident que si on se balade dans un marché avec son téléphone dans sa poche arrière, il y a une grande chance qu'on se fasse voler. Et effectivement, il y a de fortes probabilités que le téléphone soit revendu très vite et que le vol ait été fait pour revendre. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier le reste de la pyramide et il y a une notion de pondération, c'est-à-dire se faire voler son téléphone par quelqu'un qui va tout de suite l'effacer et le revendre, c'est une grosse perte. Se faire voler son smartphone professionnel qui contient l'intégralité de ses échanges et le faire réutiliser par quelqu'un d'autre qui va aller précisément chercher les données, c'est là où le coût pour la personne du vol est devenu beaucoup plus élevé.
un cas concret difficile, très rapidement, c'est dans une situation d'émeute, quelqu'un qui se fait voler son sac à main. Pour ne pas stigmatiser justement toujours je dirais le continent africain ou l'Asie, on a essayé de trouver des situations à risque en fait sur la France. Là, par exemple, c'est une photo en France et c'est intéressant dans la mesure où les Américains, par exemple, dans les entreprises qui font notre métier chez les Américains ou chez les Anglo-Saxons même plus largement, considèrent quelquefois Paris comme une zone à risque. Alors nous, quand on est immergé, et c'est valable d'ailleurs pour vous qui êtes aussi expatriés, on finit par l'oublier en fait. On finit par, comme c'est chronique et qu'on finit par plus avoir peur, et c'est là qu'on prend des risques en fait. Quand on se dit je risque plus rien, où que ce soit dans le monde d'ailleurs, hein, parce que la criminalité, il y en a partout, et c'est intéressant de voir l'analyse du risque sur la France qui est fait par les Anglo-Saxons en fait. Et cette photo, elle est, bon, ça date un petit peu, hein, puisque c'était au cours des meutes, je sais plus, des manifestations étudiantes, je crois. Mais pour le touriste à Paris, bah, c'est une situation à risque importante aussi. Exactement. Et je rebondis sur les notions de risque et sur les échanges qui passent sur les questions. Euh, on va attaquer maintenant dans la phase finale et on va passer très vite parce que ce sont des choses que l'on a pour certaines déjà abordées sur le fait de se dire que doit-on mettre en place? Que doit-on mettre en place? Et l'un d'entre vous dit l'un des principaux risques, c'est un risque juridique, c'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, quoi que ce soit, dans lequel vous êtes impliqué, le principal risque, c'est le risque d'avoir tort, c'est le risque que les forces de l'ordre locales n'interviennent pas ou prennent fait et cause contre vous, etc. Donc euh, là, la première chose à faire lorsqu'on essaye de s'évaluer, que vous arriviez à Paris ou que vous arriviez dans une ville africaine, c'est de mesurer son propre niveau de sécurité. C'est de se dire, voilà, dans quelle mesure suis-je en sécurité? Quelles sont les faiblesses que je présente? Est-ce que je suis peu mobile parce que je suis encombré de bagages? Est-ce que je suis très peu mobile parce que j'ai des sacs à Hermès partout que j'ai ramené du duty free? En quoi représentais-je une cible et quelle est vraiment la faiblesse qui est la mienne? C'est une prise de conscience et derrière, il faut prendre des mesures. C'est sûr que si vous êtes dans le département 93 avec les sacs Hermès que j'évoquais à l'instant, vous représentez une cible. Si vous vous déplacez place Tahrir et que vous êtes une jeune femme blonde, journaliste, en plein mouvement d'émeute, effectivement, vous êtes dans une situation de faiblesse. Et c'est cette analyse qui est essentielle. De la même manière, lorsque vous êtes soumis à un accident ou que vous faites cambrioler chez vous ou qu'il arrive un problème et que vous êtes obligé de faire appel à la justice, quel que soit le pays dans lequel vous vous situez, euh, là, on entre dans la phase suivante, c'est-à-dire quelles sont les menaces, quelles sont pardon, les mesures que je mets en place pour répondre à ces menaces. Et bien évidemment, euh, au-delà de toute la préparation, au-delà de toute l'anticipation, il y a, pour répondre à la question de la justice, il y a aussi l'appui des autorités françaises que l'on peut aller chercher dans certains cas, qui est tardif de la part de certaines personnes qui essayent de se dépêtrer de la situation difficile dans laquelle elles ont été engagées, sans forcément faire immédiatement un appel à l'ambassade en disant il faut que je prenne conscience du fait que, contrairement à ce que je pense, alors que je vis ici depuis 10 ans, je suis en situation de fragilité parce que là, je ne vais pas gagner. Il y a une remarque sur laquelle je voudrais réagir là, même s'il est plutôt convenu de réagir à la fin sur les questions. Quelqu'un nous dit arrêtons de penser que nous sommes plus ciblés que les autres. Personne ne pense ça et personne ne dit ça. C'est-à-dire que c'est ce qui vient d'être, si vous voulez. Il faut se poser la question si on est dans le temps, et si, compte tenu du contexte, et le contexte, c'est beaucoup de choses, c'est ce qui vient d'être dit, mais c'est aussi l'actualité, c'est aussi la relation bilatérale, quelquefois, entre la France et quand on est français, hein, j'entends, hein, nous, on a d'autres clients que des clients français. Les Français ne sont pas forcément plus ciblés que les autres, hein. Moi, comment dire, je conteste cette approche-là. Quelquefois, on peut l'être, et d'autres fois, non. Quelquefois, le fait d'être français, et je dirais même que assez souvent, c'est plutôt quelque chose de positif par rapport, par exemple, aux Américains qui, eux, pour le coup, sont assez souvent très ciblés euh, dans certaines zones, quoi. C'est toujours pareil. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il faut être dans le temps, évidemment, dans des pays dans lesquels les gens ont du mal à nourrir leur famille. Il n'est pas de très bon goût d'avoir des signes extérieurs de richesse. Mais quelquefois, ça ne suffit pas. Je veux dire, la situation politique est aussi un facteur aggravant ou inversement un facteur plutôt d'atténuation du risque. Alors, je pense que là,
plutôt que d'aller plus loin dans la présentation, je pense qu'il est important de rester sur ce que vient d'évoquer Gilles Sacaz à l'instant. Je vois vos questions et beaucoup de questions portent sur le contexte, sur la, la- le degré de précision, sur la situation locale qui est différente sur la situation par pays. On vient d'évoquer la notion de nationalité, qui est aussi un critère sur lequel il faut évaluer la menace. Nous n'avons cessé de le dire depuis le début. Ce qui est important, c'est individuellement, au niveau de la cellule de base que l'on a déjà évoquée, essayer de faire une évaluation de la menace la plus précise qui soit. Évidemment, sur la carte que nous avons présentée en début, vous verrez qu'en Afrique australe, il y a de nombreux pays, comme je cite le Botswana ou des pays de ce type, dans lesquels le degré de dangerosité de la société, le degré de criminalité, le degré d'exposition au risque terroriste est très faible. Donc, bien évidemment, il faut raffiner la situation. Même dans un pays comme le Burkina Faso, actuellement, qui est un pays qui malheureusement souffre beaucoup, la situation qu'on peut rencontrer dans la capitale ou dans la partie centre du pays est une situation qui est très différente de celle que l'on peut rencontrer aux frontières. Donc ça, bien évidemment, un acteur spécialisé comme nous doit accompagner son client avec beaucoup plus de finesse et beaucoup plus de précision dans l'appréciation de la situation. Ça répond à une des questions que je viens de voir défiler là, qui nous dit on ne peut pas parler d'Afrique, mais plutôt les Afriques, donc pays par pays. C'est tout à fait vrai. Non seulement il faut distinguer d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, et même, comme vient de le dire Anthony, à l'intérieur d'un même pays, le risque il est fondamentalement très différent d'une ville à l'autre, d'une région à une autre, etc. Et c'est là qu'on a une valeur ajoutée, parce que si vous voulez, il s'agit de faire une analyse qu'on trouve sur Internet avec une recommandation voyager, pas voyager, c'est utile, mais c'est très sommaire, c'est une première approche, et je dirais qui est adaptée pour des touristes, en gros. À partir du moment où on a une activité professionnelle et une obligation d'aller dans un pays, on doit avoir une approche beaucoup plus fine, je dirais quasi projet par projet, déplacement par déplacement, et période par période, parce que à une semaine, à quelques jours près, en fonction des événements, on était à Haïti, alors c'est pas l'Afrique, mais il y a encore quelques semaines, à 48 heures près, le risque n'est pas du tout le même d'un quartier quasiment d'une ville à un autre, quoi. Et ça, évidemment, il faut avoir ce niveau de décryptage-là, en fait. Exactement. Alors, il y a un certain nombre d'invariants. Gilles parlait d'Haïti à l'instant. Moi, j'étais au Sénégal la semaine dernière. Vous êtes à Dakar, vous êtes une semaine d'élection présidentielle, vous êtes dans un pays dans lequel il y a eu traditionnellement des élections présidentielles qui se sont passées de manière compliquée, et la dernière de manière très compliquée. Bien évidemment, la situation, elle prend en compte ce contexte chronologique, elle prend aussi le contexte géographique. Donc, évidemment, certains quartiers auprès des universités, des zones comme celle-ci sont forcément des zones qui sont un peu ciblées. Donc, il faut à la fois anticiper, affiner l'étude de la zone géographique, du contexte chronologique, du contexte géographique, et en même temps prendre aussi en compte les mesures, les mettre en place et intégrer tout ceci autour du client ou de la personnalité que l'on accompagne ou de l'entité qui peut être une entreprise. Là, je vois quelqu'un qui nous dit le comportement joue beaucoup aussi, bien sûr. Je crois qu'on l'a dit, alors on n'a peut-être pas assez insisté, mais on l'a dit. Vous êtes les premiers acteurs, en fait, et vraiment à l'échelle de l'individu. On ne parle même pas de la cellule familiale ou de l'entreprise. Vous êtes les premiers acteurs de votre propre sécurité. Je disais tout à l'heure, j'ai employé le mot, je crois, décalé. Il faut être dans le ton, ça c'est sûr. Mais ça va quand même au-delà de ça. Il y a quand même un certain nombre alors on n'a pas le temps là comment dire, de vous donner tous ces détails-là, mais il y a un certain nombre de réflexes qu'on doit avoir organisationnels, encore une fois au niveau de l'individu, et on pourra parler de l'entreprise après ou de l'organisation dans laquelle vous travaillez, qui sont le véhicule par exemple. Le véhicule, c'est quelque chose d'important, c'est un facteur, un générateur de sécurité ou inversement un générateur de risque important pour vous, pour votre famille. Un véhicule, il ne doit jamais être il y a des réflexes à avoir. Je dirais que c'est vrai quand on est dans les institutions, quand on voyage dans les zones à risque, c'est quasi obligatoire et ça fait partie de l'organisation. Mais ne jamais avoir un véhicule vide, le réservoir vide par exemple. Être toujours, ça vous permet de réagir en cas de problème et en cas de risque lié à l'approvisionnement. D'avoir un minimum de choses dans le véhicule qui vous permet de tenir, qui vous permet de ne pas rentrer au domicile tout de suite si vous ne pouvez pas le faire, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'aura pas le temps de le faire là. Le domicile, c'est pareil, si vous voulez. On a tendance, nous, occidentaux, pour avoir été préservés quand même pendant pas mal de temps,
à oublier la vocation première d'un domicile qui est aussi de protéger. Alors ça doit être évidemment agréable, convivial, ça doit permettre de recevoir des amis, mais ça doit permettre aussi un minimum de protection. Et quand on est dans une zone en crise et qu'on est obligé de se barricader pendant 48 heures parce que la situation politique, vous êtes beaucoup plus serein quand votre véhicule, votre domicile est un minimum prévu pour ça, aménagé pour ça. C'est pareil, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais tout ça sont des réflexes, si vous voulez, que tout le monde doit avoir au niveau de sa cellule, enfin, de sa personne et au niveau de sa cellule familiale. Ensuite, après, les organisations, les entreprises vous doivent un minimum de choses, c'est-à-dire que ne faut pas vous lâcher comme ça, tout seul, sans plan d'évacuation, sans plan de gestion de crise. Vous devez avoir des fiches réflexes, des gens à appeler en cas d'incident, etc., etc. Tout ça, c'est en général globalement mis en place dans les grandes entreprises. Mais c'est vrai que nous, quelquefois, on trouve des situations un peu légères quand même. Alors, pour répondre à deux questions et deux flux de questions, puisque je réponds à Marie-Thérèse et à Jean-Louis Dufour qui ont posé en fait alternativement un certain nombre de questions et mis en évidence une certaine prise de conscience. Je pense que ce que dit Gilles est très important. Le premier point, c'est que énormément de choses se préparent, s'anticipent. La préparation du véhicule, le fait de choisir un type de véhicule qui soit un type de véhicule qui permette de vous extraire. C'est sûr qu'avec un véhicule 4x4, vous pouvez passer par-dessus un trottoir et pouvoir vous extraire d'une situation difficile que vous ne ferez pas avec un véhicule traditionnel. Ça fait partie des choses qui sont des éléments. On a évoqué le fait d'avoir le plein, bien évidemment, le fait d'avoir des réserves chez soi, y compris des réserves d'eau, pour être capable de passer un mouvement social et de laisser passer le mouvement social sans avoir besoin de sortir et en se protégeant. Le fait de ne pas oublier que son domicile, parfois il faut un peu revenir à la manière très processée dont nos amis anglo-saxons font les choses, c'est-à-dire de mettre en place un certain nombre de procédures qui vous permettent de vous protéger. Dans un domicile, il faut que la porte soit capable de résister à un coup d'épaule. C'est un minimum minimorum, mais nous savons tous que ce n'est pas toujours le cas. Il faut que les accès au domicile, soit par des volets, soit par des systèmes de barreaux, etc., soient un peu protégés. Moi, je découvre chaque jour, je suis surpris chaque jour de voir que ce genre de choses qui semblent être des préalables ne sont pas toujours respectées. Donc, il y a un certain nombre de préalables et de mesures à prendre pour protéger ses déplacements, protéger la vie et la vie de sa famille dans son domicile, protéger son entreprise et ses salariés et protéger ses collègues quand on est dans un établissement. Toutes ces mesures, qu'elles soient prises au niveau individuel ou prises au niveau collectif, ce qui est important, c'est vraiment d'imager les choses avec un curseur, en fait. C'est-à-dire que, et là vraiment, pour le coup, enfin, je ne prétends pas que la France ait une approche plus pertinente que les anglo-saxons, mais notre culture un peu latine fait nous, on a besoin de contact avec les populations. Et d'ailleurs, en termes d'analyse, de compréhension, d'appréhension du risque, c'est important de garder contact. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quelquefois, l'approche un peu dure qui consiste à se bunkériser et à imaginer que parce qu'on est bunkérisé, on risque plus rien, c'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est d'accepter l'idée de se bunkériser quand il faut le faire, et quelquefois la situation l'impose, mais il faut sortir quand on peut sortir, il faut avoir des contacts avec la population. Enfin, vous êtes tous expatriés, donc j'imagine que j'enfonce une porte ouverte, mais ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous, on préconise assez rarement quelque chose de figé, de dire dans tel pays, il faut vivre dans un camping enfermé. Non, quelquefois, notre salut ou la sécurité vient de l'information, des alertes, des signaux faibles qui nous sont envoyés par les gens qu'on côtoie au quotidien. Et c'est important d'avoir ces signaux faibles-là, d'avoir ces contacts-là pour bien appréhender la situation. Et c'est vrai que on a tendance, dans les premiers jours de présence, quand on n'apprend pas bien son environnement, à être un peu fermé et à s'ouvrir, et quelquefois trop, pour le coup, après une présence de X mois, X années sur un territoire. Donc, il faut trouver la bonne mesure et il faut bien comprendre que la situation, elle n'est jamais figée, d'autant que quand on a en charge l'organisation pour un chef d'entreprise ou pour un directeur sécurité d'un grand groupe, on épuise les gens. Si on leur préconise des choses intenables en termes de vie privée, etc., on les épuise et on se discrédite et les gens contournent les mesures. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est avoir une approche rigoureuse ou très, comment dire, très procédurière, comme vient de le dire Anthony, dans une approche anglo-saxonne, mais avec une approche un peu comme on peut avoir les latins pour dire, OK, j'applique ça parce que là, c'est pertinent, mais aussi, je m'autorise à sortir quand c'est possible. Et vraiment, les deux excès sont préjudiciables à la sécurité, en fait. Et moi, j'irais même un peu plus loin, c'est-à-dire que l'attitude qu'on peut avoir,
Gilles parlait à l'instant de la bunkérisation. Moi, je pense que c'est parfois même complètement contre-productif. Dans de très nombreux pays, on a vu les populations chinoises venir en renfort et en appui pour travailler des entreprises qui s'y étaient implantées, avec une volonté souvent de vivre un peu en autarcie ou de se comporter comme une société à côté de la société locale. Ça a généré des tensions, ça a été facteur de tensions, et les émeutes qui ont eu lieu en Afrique centrale avec des blessés chinois et des morts ces derniers mois ont montré que ça pouvait aller jusqu'à une opposition très ferme des populations locales à ce type de comportement qui était à la marge, en décalage, bunkerisé pour reprendre l'expression. Je pense que notre attitude à nous, latine, d'aller au contact des autres, d'avoir le goût pour l'interculturalité, nous en tout cas, chez Galis, c'est l'un des principes que l'on utilise en permanence, c'est de dire que tant que nous sommes en mesure de pouvoir évaluer avec lucidité le degré de la situation, allons vers l'autre, allons vers l'ouverture. Il faut en permanence, en revanche, être conscient, quel que soit le pays dans lequel on est, hein, j'applique ça à la France aussi, ou à tous les pays occidentaux aussi, qu'en permanence, il faut avoir un regard sur la société qui vous entoure, être capable de décrypter des montées en tension, être capable de se dire, suis-je dans un pays très administré dans lequel si je rencontre une difficulté, j'ai un renfort quasi immédiat, ou au contraire, est-ce que je dois prendre en compte des mesures supplémentaires? Je voyais Anne-Sophie Brouillet qui parlait des moyens que l'on met en place à tout moment, avoir un sac de voyage avec évidemment le passeport, des effets pour être capable d'être extrait du pays si la situation se dégrade. Bien évidemment, c'est quelque chose que l'on ne mettra pas en place dans un pays occidental, mais qui, dans un pays à risque ou à haut risque, est une nécessité. Donc, pour conclure sur cette diapo, c'est en permanence être capable d'analyser son environnement, de se préparer et de se dire, je pose le curseur au bon niveau en fonction de qui je suis, en fonction de l'environnement qui est le mien et en fonction de la situation que j'observe, en m'étant préparé et en ayant anticipé. Et pour répondre à Olivier Clément qui demandait où puis-je trouver des entreprises sérieuses pour monter la documentation prévue, ben, nous, chez Galis, on fait ça au quotidien, c'est-à-dire qu'on est appelé au quotidien par des gens qui nous disent, voilà, moi j'ai eu l'impression que euh, la, la, jurisprudence Karachi et la jurisprudence Sanofi faisaient que mon entreprise était responsable de ma sécurité à l'étranger. En gros, Anne Massoran, je ne vois rien venir, je n'ai pas l'impression qu'on s'occupe beaucoup de moi. Est-ce que je peux conseiller et ça nous arrive, ça m'est encore arrivé cette semaine, d'intervenir auprès d'une entreprise, en l'occurrence française, implantée en Afrique, à la demande des salariés, qui ont dit, nous, salariés, on a besoin d'une sensibilisation, on a besoin d'être un peu éclairés. Et si vous donnez l'impression, vous, entreprise, que vous vous occupiez aussi de nous et que notre sécurité au quotidien vous préoccupe, ben, on en serait assez rassuré. Donc, ça peut aussi non seulement venir, comme le disait Gilles tout à l'heure, d'une direction générale ou d'une direction sûreté qui se préoccupe et qui déploie dans l'entreprise un certain nombre de mesures en essayant de ne pas être trop lourd dans les mesures ou trop contraignant, ben, ça peut aussi venir de la base, de salariés, de chefs de projet, de responsables de sites estiment avoir besoin d'un appui et qui demandent à ce qu'on les accompagne pour les aider à rehausser à la fois le degré de sensibilisation et le niveau de protection. Il y a une question moi, que je ne voulais pas élucider de Didier Youngi qui est arrivé, je crois que c'était une des premières questions, qui faisait le lien entre en gros la menace qui peut peser sur les Français et la présence française, alors ancien colonialiste ou, si j'ai bien compris, avec un peu de polémique sur le fait que quelquefois on est présent en arène à y faire. Il faut se méfier comment dire, du prêt-à-penser ou des choses trop faciles, si vous voulez. La présence française, je crois qu'il parlait de la présence française militaire ou diplomatique, euh, incontestablement, ça peut être un facteur générateur de risque. Mais quand même, pour le coup, moi, enfin, en étant quand même ancien militaire, c'est quand même assez souvent aussi une aide précieuse et on est ravi de voir arriver l'État, je dirais, quand la situation est vraiment très dégradée et qu'on doit évacuer sa famille, etc. Donc les choses, c'est assez rarement blanc ou noir, elles sont souvent au milieu, grises. Et la présence française, c'est quand même la présence de nos institutions, quelles qu'elles soient, hein, diplomatiques, militaires, c'est aussi une façon, comment dire, la meilleure façon d'avoir une bonne appréhension de la situation.
un bon décryptage, et c'est aussi une capacité d'intervention sur place qui n'a pas d'égal et qu'on aura du mal à construire sur le secteur privé. Alors moi, j'ajouterais juste deux éléments. Le premier élément, c'est que la France a une présence qui est une présence diplomatique, qui est une présence aussi militaire. Elle est aussi, et de longue date, quelqu'un qui plaide en permanence, et pas seulement les services publics, aussi l'entreprise privée française, et nous, parmi d'autres, nous plaidons en fait pour qu'en permanence, l'accompagnement du développement accompagne les mesures mises en place pour la sécurité. Et parce que la France est un pays assez régalien, avec des structures étatiques fortes, nous sommes aussi parmi ceux qui plaident en permanence pour que les pays se renforcent en termes de structures étatiques. Euh, Moi, je prends trois pays très rapidement, le Niger, le Mali et la République centrafricaine. La France a été en permanence auprès de l'Union européenne le pays qui a incité à ce qu'on restructure et à ce qu'on reconstruise les États afin de permettre que la population ait accès à des services publics, à des services d'État, que ce soit en termes de cadastre, de santé ou de justice, et de dire que la présence, qu'elle soit diplomatique ou militaire, comme ça a été précédemment évoqué, elle s'accompagne aussi d'une reconstruction publique parce que c'est aussi des citoyens à qui on s'adresse et pas seulement des gens qui luttent face au terrorisme ou qui font ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier point, je pense qu'il était important de rappeler, c'est de dire que la France a eu en permanence une démarche assez motrice pour essayer de faire avancer les choses. Et le deuxième point, qui pour moi est un élément essentiel, c'est de dire que en face, il ne faut pas se leurrer. Quand nous, dans les démarches d'intelligence stratégique qui sont les nôtres, on cherche qui est à l'origine de quoi. Il nous arrive de mener des enquêtes assez intéressantes pour savoir qui finance telle radio locale qui casse du sucre sur le dos des Français, qui est très agressive vis-à-vis des PME françaises implantées, ou qui en permanence tient un discours français expatrié, privilégié, riche, etc., comme certains l'ont évoqué dans leurs questions. Euh, on va dire que tout ceci n'est pas forcément sui generis, tout ceci n'est pas généré par la société locale. Il y a parfois une assistance et une aide bienveillante, évidemment, de l'extérieur, qui contribue à ce que ces discours, tous ceux d'entre vous qui travaillent et qui vivent en Afrique de l'Ouest francophone voient très bien de quoi je parle, parce qu'ils doivent écouter la radio dans leur voiture, comme ça m'arrive régulièrement, et ils voient bien les types de discours que l'on peut tenir sur certaines radios. Et si vous remontez derrière, vous voyez bien qu'il y a certains de nos opposants économiques qui poussent très fort pour que ces discours soient tenus. Il y a des réactions intéressantes là, qui sont quelquefois un peu excessives, mais qui sont intéressantes. Par exemple, Anne-Sophie Brouillet qui nous dit ne compter que sur nos voisins africains. C'est juste, c'est-à-dire que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous vous privez de ces contacts, de ces bons contacts-là, vous avez une approche un peu de, encore une fois, un peu de bunkérisation, sans caricaturer le modèle anglo-saxon, vous vous privez de ça en fait. En même temps, il faut aussi bien comprendre que quand la crise est vraiment très dégradée, alors je ne sais pas à quel genre de crise vous faites référence, mais quand la crise est très dégradée, chacun s'occupe de soi et de sa famille, quoi. Donc, quelquefois, la population locale, elle ne peut pas vous aider parce qu'elle prendrait des risques à le faire. Et c'est une question de survie pour eux comme pour vous, quoi. Mais c'est très vrai qu'au moins dans la phase d'alerte, c'est précieux d'avoir ces contacts-là et il faut être intégré en fait à son environnement. Tout ça, c'est pas contestable. C'est une approche très française. Et en fait, toutes les remarques que vous faites là, c'est assez marrant parce que c'est vraiment, c'est très français en fait. C'est intéressant parce que c'est vraiment ce qui nous caractérise par rapport aux anglo-saxons, qui sont quelquefois beaucoup plus disciplinés et dans une approche plus rigoureuse sur les consignes, etc. Et moi, je rebondis sur un nombreux échanges qui viennent d'Anne-Sophie Brouillet ou de Marie-Thérèse D'accord? qui, euh, qui ont énormément de retours d'expérience pratique. On sent qu'elles ont vécu un certain nombre de choses. Euh, nous avons accompli au profit de certaines entités qui sont soit des entités privées, c'est-à-dire des entreprises qui nous ont demandé de parler à leurs salariés pour pouvoir diffuser, entre guillemets, le message très pratique, très concret. Nous faisons aussi un peu partout des formations à des étudiants, par exemple des étudiants en école de commerce qui ont vocation à être expatriés dès la fin de leur cursus
et on leur fait un stage assez long, assez dense, extrêmement concret, où tout ce que je lis là sur le flux est bien présenté, c'est-à-dire toutes les mesures extrêmement pratiques, extrêmement concrètes qu'il faut préparer. On en revient à ce que nous disions préalablement, c'est-à-dire qu'il y a une phase, vraiment une phase d'écoute, de perception de son environnement et d'être très lucide vis-à-vis des retours que l'on a de cet environnement qui ne doit pas s'estomper, comme l'évoquait Gilles, parce que naturellement, il a vocation à s'estomper avec le temps. Quand on est présent depuis 20 ans ou depuis 15 ans dans un État africain, surtout si l'État africain n'a pas connu de crise majeure, on a tendance à avoir des réflexes qui s'émoussent. Et c'est là où le risque apparaît. En revanche, il est vrai que les réflexes concrets que j'évoquais tout à l'heure, et comme le disait Gilles, et que les anglo-saxons ont tendance à vraiment processer en imposant le safe bag et l'emergency pack pour être sûr de pouvoir partir à tout moment avec les éléments essentiels, ne pas oublier son passeport, les éléments qui permettent de vous faire identifier auprès des services consulaires, etc., dans le cas d'une évacuation ou d'une extraction. Tout ceci, ce sont des choses qui se font et qui ont vocation à être exposés par des spécialistes de ce type de situations compliquées. D'abord, qui peuvent s'échanger entre vous. Je pense qu'il y a beaucoup de forums dans des gens qui sont expatriés dans des pays un peu compliqués où ces informations circulent, mais il y a aussi la possibilité de les faire, de se les faire présenter par des experts qui détaillent ce genre de choses ce genre de choses de manière extrêmement concrète, extrêmement pragmatique. Moi, je vous donne un exemple. On a fait ceci pour un pays maghrébin qui n'a pas été touché par les printemps arabes, mais dans lequel une partie de la population locale se disait que ça aurait pu arriver, ça pourrait arriver. Donc là, en l'occurrence, nous, on a un spécialiste qui est allé décliner, donner toutes ces mesures concrètes pendant deux demi-journées complètes sur un week-end à, à une association de Français présents sur place qui a dit, mais écoutez, on aimerait bien qu'on vienne nous expliquer tout ça, parce qu'on aimerait faire les checklists, pouvoir préparer ce document et savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Là, dans toutes les remarques qui sont faites, on sent qu'il y a quand même du vécu, des situations de crise, hein, c'est assez marrant. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps d'aller dans ce niveau de détail-là, mais effectivement, enfin, il y a des choses qu'il faut évoquer. Effectivement, les moyens de communication, téléphone satellite, batterie toujours chargée, ça rejoint ce qu'on vous disait tout à l'heure, le domicile, le véhicule, etc. L'eau potable, effectivement, enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes. On sent quand même que pour ceux qui nous écoutent, il y a eu de vraies situations de crise vécues. Et là, on n'aura malheureusement pas le temps d'aborder tous ces points-là, mais là, c'est pareil, c'est, je dirais, quasi pays par pays, zone par zone. Les mesures ont pas, il y a un socle, évidemment, commun à toutes les situations de crise, mais il y a vraiment des choses spécifiques qu'il faut aborder. Et encore une fois, vous êtes le meilleur acteur de votre sécurité, et quand vous avez bien analysé votre environnement, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment à vous d'avoir tous ces réflexes-là et de ne pas les laisser s'émousser avec le temps. Il faut savoir que nous, avec nos clients, les situations les plus gravissimes qu'on ait pu avoir à gérer, c'est souvent avec des gens très aguerris sur l'Afrique en réalité, mais qui en oublient certains fondamentaux. Quand on a peur, la peur est salutaire en réalité. Alors il ne faut pas que ça devienne inhibant et que ça nous empêche de travailler et de vivre, parce qu'on a besoin aussi de vivre dans la durée. Mais quand on n'a plus peur, c'est là que c'est dangereux, en fait. Et c'est valable, c'est pas valable qu'en Afrique, c'est valable partout. La peur, c'est un réflexe naturel qui nous préserve d'un certain nombre de choses. Alors, voilà, il faut savoir, encore une fois, mettre le curseur au bon niveau. Voilà, et puis on va être obligé de conclure rapidement. Moi, je ferai juste un dernier point. Pour ceux d'entre vous qui ont la chance de travailler dans une société dont la sécurité est une des préoccupations, il y a certainement un responsable sûreté qui est en charge d'une partie de la diffusion des informations que vous demandez. Ça, c'est une première chose. S'il n'a pas cette compétence technique et il n'est pas censé tout savoir, il peut très bien faire appel à une société qui va lui apporter cela. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est pour ceux qui appartiennent à une société française, il faut quand même dire que la loi française, y compris et en particulier pour les expatriés, est sur ce point-là l'une des plus protectrices. J'évoquais tout à l'heure les deux jurisprudences, la jurisprudence Karachi, qui est celle qui impose à une entreprise qui a des salariés à l'étranger de s'assurer qu'ils soient tous avertis et alertés sur leur sécurité, les mesures qui sont prises, les mesures qu'ils doivent prendre, etc. Donc ça, c'est la jurisprudence Karachi suite à l'attentat contre la DCNS.
Et le deuxième, Naval Group désormais, et le deuxième jurisprudence, c'est la jurisprudence Sanofi, qui dit que cette obligation de la société, elle est non seulement une obligation qui porte sur le personnel, mais sur le personnel et sa famille, et qui est une obligation de résultat. Alors, même si la jurisprudence évolue très récemment sur ce sujet, ça reste une jurisprudence qui est forte, qui a été très étayée par la justice française. Et donc, ça veut dire que si votre employeur est un employeur français, il a une obligation de mettre en place toutes les mesures possibles pour que vous soyez informés et bien informés. Voilà, Merci beaucoup. je crois qu'il faut arrêter. Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je rappelle les deux sites de nos entreprises. Donc, pour le site France, www.galis-france.fr, et pour le site international, www.galice-international.com. Et nos adresses email qui sont en début de présentation qu'on va rappeler. Pour ma part, g.sacaz, S-A-C-A-Z-E, @galice-france.fr. Et pour moi, a.marchand, @galice-international.com. Voilà, merci. Très bonne soirée à tous. Bonsoir et merci à tous. Merci à tous.